Bonjour tout le monde. Salut Catherine. Bon. Salut, bonjour, bonjour. Ça va? Ouais, très bien, et toi? Super. Bon, on va attendre quand même 2-3 minutes avant Ouais, de démarrer. tranquille. Le temps que des amis nous rejoignent. Est-ce que vous me voyez clairement? La vidéo, ça va? Moi, oui, c'est bon, je te vois. Super. Salut Erin. Salut Samy, Ça va? salut tout le monde. Oui, merci. Super. Super. Alors, par la suite, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans quelques minutes, je vais désactiver l'audio pour pas qu'il y ait de perturbations à votre niveau, hein. Je vais désactiver tous vos audios et puis on va continuer de communiquer par conversation écrite, par texte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de réagir même instantanément donc, à la présentation que je vais faire. Et moi, je vais réagir en temps réel, hein. Comme ça, on aura une interaction totale et instantanée. Ça vous va? Ça marche. Super. Super. Bien, alors je crois qu'on va démarrer dans une minute là. Salut Samy, tu m'entends? Hello. Super. Salut, ça va? La France. On a une participation, une audience éclectique. Il y a le Québec là, il y a la France, la Tunisie. Alors Farah, je ne sais pas d'où elle vient. Il y a Farah et puis il y a Steph. Bonjour. Salut Farah. Salut, ça va? Salut Steph. Alors on va démarrer là tout Bonjour. de suite. Je vais vous mettre en mode muet. Et puis, vous allez réagir, je vais vous demander de réagir par texte. Je vais vous envoyer un message. Super. Donc, on va démarrer tout de suite. Je vais faire mute. Alors. Voilà, super. Voilà. Alors, mes chers amis, donc voilà l'idée de ce webinaire m'est venue en fait par rapport au fait que nous sommes dans une période particulière, donc crise du coronavirus, confinement. Les entreprises aussi travaillent en mode de télétravail, si elles n'ont pas arrêté totalement leurs activités. Et donc,
Dans ces conditions, j'ai vu quelque part sur les réseaux sociaux des responsables RH qui se posent la question comment on va recruter dans ces conditions, est-ce qu'on peut recruter dans ces conditions. Donc, dans ce séminaire, ou dans ce webinaire, je vais essayer de vous initier un peu un mode de recrutement qui peut répondre à cette question, qui est le recrutement prédictif. Alors tout d'abord, avant de parler de recrutement prédictif, on va revoir un peu les bases du recrutement classique. Tout de suite. Voilà. Alors, je me présente bien sûr très rapidement. Je suis formateur et consultant RH. J'ai fait un peu un parcours un peu éclectique dans les RH. J'étais DRH dans une entreprise. Le recrutement, en fait, c'est quoi? Eh bien, recrutement, quand on parle de recrutement, on parle de évolution. Quand on recrute quelqu'un, il va évoluer dans l'entreprise. On parle aussi de turnover, donc des gens qui entrent, des gens qui sortent. On parle aussi de the right man at the right place. Hein. On va revenir sur cette maxime un peu. Et puis, on parle de diversité parce qu'on va recruter des profils divers, culturellement, qui viennent de différentes régions, d'ethnies différentes. Et tout ça doit être géré aussi au niveau du recrutement. Alors, le recrutement, c'est un enjeu RH fort. Alors, dans une étude qui a été faite en 2014 en Afrique du Nord et dans certains pays subsahariens, on constate que 68% des répondants pensent que l'enjeu RH dans l'entreprise, c'est d'améliorer la gestion des compétences et la productivité des collaborateurs. Donc, management des compétences et productivité. Et le recrutement, en fait, c'est gérer les compétences et aussi améliorer la productivité des collaborateurs. Deuxième enjeu qui concerne le recrutement proprement dit, c'est d'attirer et de retenir les talents clés à 60%. Donc, c'est un enjeu fort. Recruter, c'est attirer les talents. Il faut que l'entreprise ait la capacité de les attirer par une marque employeur, par exemple, qui soit à la hauteur. Et puis de les retenir parce que quand on attire les talents, il n'est pas sûr qu'ils restent pour différentes raisons, pas uniquement la rémunération. Alors en matière de recrutement, quelles sont les principales responsabilités de la fonction RH? Alors, la même étude nous dit que, en fait, à 77%, la principale responsabilité, c'est le recrutement, c'est-à-dire la gestion du talent. Le recrutement, mais pas uniquement, il y a aussi la formation, la gestion des carrières, mais en particulier le recrutement. Donc, c'est une responsabilité forte chez les responsables RH dans les entreprises. Le recrutement, c'est difficile. Ça paraît une évidence. C'est même entre difficile et très difficile pour une partie donc, des responsables RH, et c'est assez difficile pour plus de la moitié d'entre eux. Donc, de manière générale, d'après les répondants, le recrutement, c'est quelque chose d'assez difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr que la personne qu'on va recruter va être performante dans le poste. Et ça, on va y revenir par rapport au recrutement prédictif. Alors, on va parler d'identification des besoins, de sélection, de présélection et de sélection. On va en parler brièvement. Hein. On ne va pas s'arrêter longtemps dessus, c'est juste un rappel. Hein. Alors, la première étape, c'est l'identification des besoins. Alors, dans cette identification des besoins, on a la détection du besoin. Alors, où est-ce qu'on détecte le besoin? Le besoin va être détecté au niveau du plan de recrutement. Le plan de recrutement prévoit les besoins de recrutement. C'est la principale source donc, de détection des besoins dans l'entreprise.
C'est un plan généralement qui se fait sur une période qui va de 1 an à 3 ans pour déterminer les besoins de recrutement d'entreprise. Une fois on a détecté le besoin, oui, Farah nous dit que le recrutement est difficile car c'est un investissement coûteux. Oui, je vous le concède et on va voir comment, avec le recrutement prédictif, cet investissement va être réduit tout en étant plus efficace. Merci pour ta remarque, Farah. Alors, analyser le besoin aussi, une fois on a détecté le besoin, on va voir quel type de besoin, c'est-à-dire on aura besoin de permanents, de contractuels, d'intérimaires, etc. Après, on va définir le profil adéquat du candidat, quel candidat pour le poste, et puis rédiger l'offre de recrutement. Ça, c'est les étapes. Alors, la deuxième étape, c'est la présélection. Donc, une fois on a identifié nos besoins, on a passé l'annonce, généralement sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, sur les job boards. Aujourd'hui, on utilise rarement les supports comme la presse écrite, etc. C'est passé de mode, donc on utilise des supports comme les réseaux sociaux et puis les sites d'emploi. Alors, on va procéder au sourcing. Le sourcing, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va, une fois passé l'annonce, récolter les résultats de ces annonces-là. On va sourcer. Une fois on a une base donc, de candidats qu'on va recevoir, on va passer par une opération qui est quand même assez compliquée, qui peut représenter un piège pour les recruteurs, qui est le trait de CV, le tri de CV. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir de bons CV, de bons candidats plutôt, qui rédigent mal leur CV, ou de candidats moyens qui rédigent très bien leur CV. Il faut savoir qu'un recruteur passe à peu près 30% de son temps, 30 secondes pardon, de son temps à trier un CV. Donc, il n'a pas l'opportunité véritablement toujours de détecter le bon profil, mais c'est comme ça, quand on a beaucoup de CV, on est obligé de passer par cette étape-là, et puis cette étape-là peut nous faire rater des bons candidats. Alors, nous allons voir que cette étape-là, cruciale, le tri de CV, va être complètement corrigée par le recrutement prédictif plus tard. Alors, une fois on a fait le tri de CV, donc on a dégagé un certain nombre de candidats à partir de la base qui a été obtenue par le sourcing, on va passer à des tests de recrutement pour présélectionner les candidats. Alors, il y a des tests bien sûr individuels, il y a des tests collectifs, on va le voir ça. Et puis, une fois on a testé les candidats, c'est un deuxième filtre qui va nous permettre de faire une présélection supplémentaire et de passer plus tard à l'entretien de présélection. Alors, Rim nous parle d'un tri informatisé. À ma connaissance, le tri se fait manuellement. Alors, si Rim peut nous expliquer ce que c'est que le tri informatisé, ça pourrait nous intéresser. Alors, les entretiens de présélection, bien sûr, l'objectif c'est de présélectionner les candidats. Donc, il y a des entretiens individuels en face-to-face pour valider généralement plusieurs aspects, deux aspects qui sont la personnalité et la motivation. Donc, on veut savoir si la personnalité du candidat correspond à nos exigences et s'il est vraiment motivé, s'il vient sur cet entretien de recrutement avec une motivation pour travailler spécifiquement dans cette entreprise, ou s'il ne passe pas cet entretien comme il en passe plusieurs autres. Alors, il y a les entretiens de groupe aussi qui permettent aux candidats de se confronter les uns aux autres pour tester leur sens de la répartie, comment ils réagissent, comment ils peuvent délivrer un discours dans une assistance, dans une audience, et ça les met en situation de concurrence. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir dégager les profils qui peuvent se distinguer. Ensuite, il y a les tests. Alors, les tests, on connaît les tests psychotechniques, c'est classique, les tests de logique. Et puis, il y a les tests de personnalité pour identifier les traits de personnalité de chaque candidat. Et puis, il y a les mises en situation. On va tester la capacité d'un candidat à obtenir un résultat dans une situation particulière. Par exemple, la situation de vente.
on va simuler une situation de vente et pour voir si le candidat arrive à vendre dans cette situation particulière. Il y a les jeux de rôle aussi, qui sont similaires un peu à la mise en situation, où chacun joue un rôle particulier. Alors, la troisième étape, c'est la sélection proprement dite. Alors, dans cette sélection proprement dite, il y a l'entretien de recrutement proprement dit. C'est-à-dire, une fois on a présélectionné les candidats, mettant que au départ, on avait 200 candidats, on est passé par le tri de CV, les tests, les entretiens de présélection, etc. On est arrivé à 3 ou 4 candidats. Là, on va faire des entretiens de recrutement pour sélectionner définitivement le candidat final. Donc, il y a l'entretien de recrutement classique et puis il y a le recrutement proprement dit. Par la suite, il y a le parcours d'intégration. On ne va pas voir le parcours d'intégration. Ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Alors, l'entretien, ça peut être fait par un supérieur hiérarchique. Généralement, il peut être assisté aussi par un responsable RH pour tout ce qui concerne les questions relatives à la personnalité, aux soft skills. Qui prend la décision du recrutement, c'est le supérieur hiérarchique, bien sûr. Et donc, on choisit le candidat. Ensuite, à la négociation salariale. Alors maintenant, on va passer au recrutement prédictif. Alors, on a vu que dans le recrutement classique suit la maxime qui dit que le recrutement, c'est d'arriver à identifier the right man at the right place, la bonne personne au bon endroit. Alors, ça, c'est l'approche un peu classique. Sauf que si on a la bonne personne au bon endroit, ça veut dire la personne la plus compétente, ça veut dire la personne qui a le meilleur CV, qui a la meilleure expérience. Elle est au bon endroit, mais on n'est pas sûr qu'elle sera performante et qu'elle va réussir à ce poste. Pourquoi? Parce que la réussite au poste de travail va dépendre d'un certain nombre de facteurs qui sont pas prédictibles. On ne peut pas les connaître à l'avance. Pourquoi? Parce que le candidat va être dans une équipe. Il y a l'intégration du candidat d'une part. Il y a son interaction avec l'équipe. Il y a sa capacité de leadership. Il y a sa capacité effective d'agir dans cette équipe-là. Et tout ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Sauf que le recrutement prédictif, il prétend, c'est sa prétention, prédire à l'avance, je dis bien à l'avance, les capacités des personnes à réussir dans un poste donné. Ça, c'est ça la grosse nouveauté. C'est ça un peu ce qui fait la différence entre un recrutement prédictif et un recrutement traditionnel ou classique. C'est-à-dire que le recrutement prédictif, il va nous prédire la durée de vie des personnes dans un poste déterminé. Okay? S'il va rester longtemps dans un poste ou pas. Alors, il y a plusieurs solutions de recrutement prédictif. Je vais vous en présenter une aujourd'hui. Je ne vais pas dire quelle est cette solution-là pour des raisons évidentes de marketing, si vous voulez, parce que je ne vais pas promouvoir une solution par rapport à une autre. Mais je peux vous dire clairement que toutes les solutions sont payantes, hein, parce que c'est des solutions à très grande valeur ajoutée. On peut les tester, bien sûr, gratuitement, ou une partie d'elles, on peut les tester gratuitement, mais elles sont toutes payantes. Alors, un recrutement prédictif, il est basé sur quoi? Il est basé sur 3 types de tests. Alors, on a dit que dans un recrutement classique, il est important pour le recruteur de connaître la personnalité du candidat, c'est-à-dire si ce candidat a du leadership, s'il s'intègre bien, s'il a sens de la communication, si c'est un motivateur, par exemple. Pourquoi on doit connaître les traits de personnalité? Parce que les traits de personnalité vont nous permettre de connaître un peu la capacité du candidat à agir de façon positive et être performant dans un groupe. Ça, c'est très, très important, mais c'est très délicat aussi à savoir dans un entretien de recrutement. Ne serait-ce que parce que le candidat peut aussi se préparer à l'avance pendant cet entretien de recrutement. Autre aspect qui est très important à connaître, c'est la motivation. Est-ce que ce candidat qui vient passer un entretien chez moi, est-ce qu'il vient le passer comme 10, 20 autres entretiens qu'il va passer chez d'autres entreprises?
c'est-à-dire une formalité, ou est-ce qu'il est véritablement motivé pour ce poste? Donc, deuxième aspect qu'on veut savoir dans un entretien de recrutement, c'est la motivation. Troisième aspect, bien sûr, c'est un aspect classique, c'est l'aspect psychotechnique, c'est-à-dire si le candidat est capable de prendre les bonnes décisions dans une situation particulière, s'il a une rapidité de réaction, s'il arrive à réfléchir correctement face à un problème particulier. Donc, dans le recrutement prédictif, on démarre à partir de 3 tests. Test de personnalité, test de motivation, le test psychotechnique qui est avancé, qui est plus élaboré que le test psychotechnique classique. Alors, comment ça se passe? Alors, avant de passer donc aux résultats, si vous voulez, comment se passe un recrutement prédictif? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va le confronter à la situation actuelle. Vous avez une entreprise qui est en mode télétravail. Il n'y a plus de contact entre le responsable RH ou le DRH et les candidats, plus de contact physique. On ne peut plus les recevoir en entretien. Et donc, l'idée, c'est de procéder à distance. Alors, le recrutement prédictif, c'est extrêmement simple. Au départ, vous avez une fenêtre qui s'affiche dans la solution et qui vous demande de saisir le texte de votre annonce. C'est-à-dire que le recruteur va copier-coller le texte de l'annonce de Word sur cette fenêtre-là. Et par la suite, appuyer sur un bouton. Et la solution va diffuser automatiquement l'annonce sur les réseaux sociaux, sur les job boards, c'est-à-dire sur les sites de recrutement. C'est-à-dire que le recruteur, il n'a rien à faire. La seule chose que le recruteur va faire, c'est de saisir le texte. On va voir que c'est la seule intervention humaine qui est faite grâce à une solution de recrutement prédictif. Par la suite, donc, l'annonce va passer dans les réseaux sociaux, dans les job boards. La particularité de cette annonce, c'est qu'à la fin de l'annonce, il va y avoir un lien sur lequel le candidat est invité à cliquer. Alors, déjà, le candidat qui ne veut pas véritablement, il n'est pas motivé par l'annonce, il ne va pas cliquer sur le lien, donc il va s'auto-éliminer tout seul. Donc, seuls les candidats motivés par l'annonce vont cliquer sur le lien. Une fois qu'on clique sur le lien, on va avoir en face de nous 3 tests. Test de personnalité, 3 tests de motivation, test psychotechnique avancé. Chaque test demande à peu près un quart d'heure. Donc, en tout et pour tout, vous avez 3 quarts d'heure. C'est un temps qui est véritablement limité. Alors, Farah me dit qu'elle n'arrive pas à voir les diapos. Est-ce que les autres voient la diapo? Catherine me dit qu'elle la voit. F non. Rim non. Ça, c'est les, comment dirais-je, c'est les impondérables du direct. Séni voit la diapo. Alors, est-ce que vous voyez la diapo et puis elle s'est interrompue? Ou est-ce que vous ne la voyez pas dès le début? Je vais essayer d'arranger ça. En principe, il n'y a pas de souci. Hein, tout le monde devrait voir la diapo. Alors, j'ai relancé le partage d'écran. Est-ce que tout le monde voit la diapo là? Est-ce que tout le monde voit la diapo? Qui ne voit pas la diapo? Séni la voit. Farah, oui, parfait. Farah, Rim. Catherine, oui. Rim, oui, super. Super, c'est arrangé. Super. Donc, le candidat va faire les 3 tests. Ça va lui prendre 45 minutes, c'est pas long. Franchement, pour 3 tests qui sont très évolués. Alors, chaque test
il comporte 90 questions. C'est des questions qui sont extrêmement simples et qui ne demandent aucune connaissance préalable. Par exemple, dans le test de personnalité, une des questions, c'est est-ce que vous préférez travailler en équipe ou travailler tout seul, par exemple. C'est comme un peu les tests dans les magazines féminins. C'est extrêmement simple à faire. Alors, une fois les tests ont été faits, alors, au moment même où le candidat clique sur oui pour valider le test, le recruteur, de l'autre côté de la barrière, sur son email, il va recevoir un rapport très détaillé, d'une quarantaine de pages à peu près, sur le candidat. Alors, ce qui est bluffant dans ce rapport-là, c'est que le rapport prétend connaître le candidat mieux que le candidat lui-même. Moi, j'ai fait le test et franchement, c'est bluffant. Des choses que je ne savais pas et qui ont été visibles dans le test. Alors, je vais vous montrer en gros quels sont les résultats du test pour vous montrer la précision et la pertinence des résultats de ces tests-là. Alors, tout d'abord, le test va nous donner une idée sur... Vous voyez toujours la diapo, hein? Tout le monde voit la diapo? C'est bon. Alors, je vais dérouler. Voilà. On va prendre une candidate là, qui s'appelle Halima. Alors, déjà, ça, c'est ce qu'on appelle une présentation sommaire du candidat. Ce n'est pas détaillé. On n'est pas encore à la présentation détaillée. On va voir ce que c'est que la présentation détaillée. Alors, dans cette présentation sommaire, on a le profil du candidat, qui est un profil du type promoteur. Candidat qui est promoteur, qui promeut les projets, qui va au-devant donc des projets. Alors, on va déjà avoir des informations qui sont quand même très intéressantes. Donc, Halima est déterminée, elle est volontaire, proactive, toujours à la recherche de propositions et d'actions pour faire avancer son travail. Elle aborde son activité de manière souple, gère le changement de façon engageante, avec laquelle elle présente ses idées, la façon engageante avec laquelle elle présente ses idées laisse peu de place au doute pour son interlocuteur. On veut la suivre, donc c'est un leader, et elle a du leadership, une volonté de progrès. C'est un moteur dans une équipe. Alors vous voyez ça, les éléments là que je viens de surligner, c'est des éléments qui sont quand même marquants et très précieux sur le profil de personnalité du candidat. C'est des éléments qu'on a du mal quand même à déterminer dans un entretien de recrutement classique. Et encore, ça, c'est le début. Donc, c'est la présentation un peu sommaire du candidat. Alors, le test ou la solution de recrutement prédictif nous donne les points forts du candidat. Alors, les points forts dans sa relation avec les autres, dans sa manière de travailler et dans sa façon de gérer les émotions. Relation des autres avec les autres, c'est-à-dire la communication, manière de travailler, style de travail et la gestion des émotions, comment le candidat gère ses émotions. C'est très important de savoir comment le candidat communique avec les autres, s'il est extraverti, s'il est introverti, comment il travaille avec les autres, son style de travail. Alors, Steph me dit, est-ce que le candidat ne peut pas orienter ses réponses en fonction du test et donc viser les résultats? Excellente remarque de Steph. Alors, il y a un écran que je ne vous ai pas montré, un écran qui va nous dire si le candidat était sincère ou pas. Ça, c'est l'algorithme qui le détermine. Et de toutes les façons, dans le test, vous avez des questions qui vont nous donner une idée sur le fait que le candidat... alors, Zoom nous fait un cadeau. Hein. On était limité à 40 minutes. Là, il va nous rajouter du temps. Ça fait plaisir. Ça va nous permettre par la suite de répondre à des questions, de faire une séance de questions-réponses si possible. Alors, super. Bonne nouvelle. Donc, il y a dans le test des questions qui vont nous permettre de tester le sens de la contradiction chez un candidat. C'est-à-dire si un candidat répond d'une façon et s'il se contredit plus tard. C'est les candidats qui réfléchissent, en fait, pour donner des réponses qu'ils pensent plaire aux recruteurs. L'idée dans le test, c'est de répondre spontanément et de répondre
sincèrement, donc ne pas réfléchir. Mais si le candidat n'est pas sincère, n'est pas spontané, et que ses réponses sont orientées, le test va le détecter. Il va vous le dire à l'avance. Okay? Bien. Alors maintenant, j'ai répondu à ta question, Stéphane. Alors, il n'y a pas que ces éléments-là, il y a aussi les axes de développement ou les pistes d'amélioration du candidat qui sont donnés aussi dans cette présentation sommaire. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est les talent tags. C'est à l'image de Twitter. C'est des mots que vous allez poser sur le candidat, qui vont le décrire. C'est bien, c'est comme quand on rencontre une personne et on se fait une idée sur cette personne-là, tout de suite, par exemple, le candidat est sincère, le candidat est participatif, il est concentré, il est concret, il est créatif. C'est bien ça, c'est bien tout ça. Ça nous donne une idée un peu sur le profil du candidat à travers un certain nombre de mots-clés, donc de le cadrer en quelque sorte. Il adore le changement, il est synthétique, il a de l'initiative, il est serein, il gère bien ses émotions, et il prend du risque, mais un risque contrôlé. Voilà. Ça, c'est très, très bien. Ça nous donne une idée qui est quand même à la fois sommaire sur le candidat, mais qui est une idée qui est aussi assez précise, hein, parce qu'il y a plein de mots-clés là qui nous permettent d'identifier le candidat. Ça, c'est la présentation générale et sommaire du candidat. On n'en est pas encore dans les détails. Hein. Là, on va aller dans les détails. Voilà. Une analyse approfondie. Alors, on en est encore dans l'analyse de synthèse. Hein. Alors, bien sûr, la solution va nous donner les talents du candidat et elle va nous donner les limites. Okay? C'est-à-dire les talents, les comportements pour lesquels le candidat peut s'appuyer, sur lesquels il peut s'appuyer pour créer de vraies différences. C'est ce qui distingue le candidat. Et les limites, c'est-à-dire les comportements qui peuvent potentiellement le freiner, l'entraver, entraver sa réussite. Ça, c'est très précieux. C'est-à-dire que le recruteur, là, peut visualiser les vrais talents et visualiser ce qui pourrait entraver et limiter le candidat pour un poste, de manière générale, si vous voulez, dans le travail. Donc, ça lui donne encore une idée plus précise sur le candidat. Alors là, on en est dans l'analyse toujours... non, on est passé à l'analyse approfondie. Alors ça, j'adore ça, c'est le Talent Tags. C'est-à-dire que la solution va nous permettre de voir clairement quels sont les talents du candidat, et elle va nous visualiser ces talents-là de manière visuelle, et elle va les classer, ces talents-là. Ça, c'est très bien parce que... Alors, vous allez remarquer un peu plus tard, bon, quand je déroulerai les autres diapos, que il y a beaucoup d'écrans visuels. C'est-à-dire que finalement, dans le rapport que vous avez sur le candidat, il y a peu de texte et beaucoup de visuels. Contrairement à des solutions classiques, que je ne citerai pas bien sûr, de profiling, où il y a des rapports, il y a plein de textes, vous devez lire plein de textes, et c'est pas toujours très intelligible. Alors que là, vous avez des visuels qui vous permettent d'avoir une idée claire et synthétique sur le profil du candidat. Alors, les talent tags. Alors, si vous regardez au bas de l'écran, les couleurs, en fait, représentent le potentiel du candidat. Donc, le potentiel maximal, c'est le vert, et le potentiel minimal, c'est le rouge. Et entre eux, les autres niveaux de potentiel. Si on prend, par exemple, au niveau de la réflexion, alors voilà les talents. Le candidat, chaque personne dans une entreprise doit avoir une capacité de réflexion. Elle doit avoir une capacité d'action. N'oublions pas, le management, c'est l'action. La capacité d'influencer, le leadership, et la capacité de coopérer, de communiquer avec les autres. Voilà, c'est des talents qui sont critiques, qui sont principaux. Alors, si on prend, par exemple, la capacité de réflexion, elle est maximale. C'est un candidat qui est capable de réfléchir. Il a une capacité intellectuelle forte. Alors, il est fort dans l'analyse critique, il est fort dans l'élaboration des stratégies et il est
super dans l'innovation. Voilà. On décompose le talent, qui est la réflexion, en différents sous-talents et on affecte une couleur à chaque talent. Donc, si on va à l'action, il est fort dans l'action, il n'est pas super, il n'est pas exceptionnel, mais il est fort. Il est fort aussi dans la proactivité, c'est-à-dire qu'il anticipe les problèmes. Par contre, il est moyen dans l'organisation de l'exécution. Donc là, si on lui a une possibilité ou on lui affecte une tâche d'organisation, on va savoir à l'avance qu'il est moyen. Donc il faudra peut-être le coacher ou l'aider dans l'organisation. Et il a une capacité exceptionnelle dans la gestion des imprévus. Donc vous voyez un peu le reste des talents tags qui nous permettent d'avoir une idée qui est synthétique et qui est très précise sur différents talents donc d'un candidat. Donc on passe à la diapo suivante. On est toujours dans l'analyse approfondie là. Alors ça, c'est un écran que j'aime beaucoup aussi parce que il nous permet de présenter les facteurs de risque de chaque candidat. Vous savez, le recruteur, il vous dit, oui, moi j'aimerais bien recruter cette personne, mais qu'est-ce que je risque avec elle? Est-ce qu'il y a un risque? Le risque peut provenir de différentes sources. Alors, justement, cet écran nous permet de connaître les risques qu'on encourt en recrutant ce candidat. Alors, on voit qu'il y a des risques faibles partout ici, hein, que ce soit pour le manque de confiance en soi. Donc, c'est un candidat qui n'aura pas de problème de confiance. C'est un candidat qui tolère l'incertitude, il n'y a pas de souci. C'est un candidat qui se détache, c'est-à-dire que c'est un candidat qui n'entre pas dans les émotions de l'autre. Il n'est pas influencé par les émotions de l'autre. C'est un candidat qui ne procrastine pas, il va faire le travail tout de suite, dans les délais, qui ne s'inquiète pas, qui n'est pas impulsif et qui n'est pas hypersensible. Par contre, c'est un candidat qui a un risque potentiel moyen, il y a un risque de potentiel moyen dans la tendance à l'autoritarisme. Il peut avoir une tendance à l'autoritarisme qui est moyenne. Ça, c'est bon à savoir dans la gestion de la communication donc, de ce candidat. Alors, on avance un peu. Alors là, j'adore. Ces graphiques-là ou ces présentations-là vont nous permettre d'identifier le style du candidat dans 12 domaines de travail. Bon, là, évidemment, je n'ai pas mis les 12 domaines, mais j'ai mis beaucoup de ces domaines-là. C'est-à-dire que les principaux, c'est-à-dire que là, en termes de collaboration, donc de style de management, comment le candidat va agir, c'est-à-dire quel style de management va avoir ce candidat. Alors là, le test va nous dire que le candidat est participatif versus directif, versus indépendant, versus supporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aime impliquer les autres, il aime les solliciter avant de prendre une décision, sans pour autant perdre de vue de donner le cap aux autres. Ça, c'est le style naturel du candidat. Donc, on a affaire à un candidat participatif. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand on va confier un projet au candidat, on va savoir à l'avance que ce candidat va écouter les autres, va les faire participer avant de prendre une décision et avant d'aller de l'avant. Ce n'est pas un candidat qui est conservateur. Autre comportement clé, c'est l'investissement dans le travail. Donc, quand on veut recruter quelqu'un, on a peur que cette personne ne soit pas investie suffisamment dans son travail. Impliqué dans le travail, ça on ne peut pas le savoir à l'avance. Là par contre, la solution nous dit qu'il a une application, un investissement fort dans le travail. Donc il s'attache à faire plus et à délivrer plus. Il a le sens du devoir. C'est un candidat, vous pouvez compter sur lui, il va s'impliquer fortement dans les tâches qu'on lui accorde. Ça c'est le style naturel. Par contre, en bleu là, vous avez ce qu'on appelle le comportement mobilisable. Ça veut dire que ce candidat peut être dans certaines situations un passionné. Donner le maximum tant que ça lui plaît. Dans un projet qui lui plaît, dans un projet stimulant pour lui, il va donner le maximum. Sinon, il peut avoir tendance à zapper. Alors ça, c'est la chose à laquelle il faut faire attention. Si on ne lui donne pas un projet passionnant, il peut zapper le projet
il peut donc ne pas réussir dans ce projet-là. Donc ça, c'est une sorte d'alerte, en quelque sorte. Il est passionné, mais il peut zapper les projets où il n'est pas suffisamment motivé, qui lui disent rien en fait. Hein. Alors maintenant, un autre écran, toujours dans les comportements clés. Quel est le style de travail? Comment travaille cette personne? Alors, cette personne a un style intuitif, c'est clair. Elle n'est pas perfectionniste, elle n'est pas gestionnaire, elle n'est pas réalisatrice, elle est totalement intuitive. C'est une personne qui se fie à son intuition. Donc, elle adopte une vision d'ensemble et démontre une capacité à changer de cap au cours de route au besoin. C'est son intuition qui va parler et elle va faire complètement confiance à son intuition. Donc là, par exemple, le manager de cette personne-là, s'il voit qu'elle agit d'une certaine façon qu'il n'arrive pas à comprendre a priori, c'est parce qu'il ne sait pas qu'elle est intuitive. Si elle sait qu'elle est intuitive, il ne va pas être surpris par sa façon d'agir au travail. Alors, maintenant, potentiel créatif. Alors, on sait très bien que quand on veut recruter des gens, on a envie qu'ils soient, ces candidats-là, créatifs. C'est-à-dire qu'ils apportent de nouvelles solutions, sont un peu out of the box. Alors, dans le cas échéant, quel est le style du candidat? Il est inventif, il n'y a pas de souci là. Donc, c'est quelqu'un de créatif, il met en place de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. Mais dans certaines situations, il peut être pragmatique. Ça, c'est le style, le comportement mobilisable. Inventif, oui, mais il peut être pragmatique. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas toujours aller au côté rêve de l'inventivité, de la créativité. C'est un candidat qui est inventif, mais qui n'est pas rêveur, en quelque sorte. Même s'il a un rêve global, mais il arrive à faire confiance au bon sens et orienter son action selon le bon sens. Une sorte d'inventif un peu prudent. Hein. Autre comportement clé. Alors, maintenant, le changement. C'est très bien que le souci de beaucoup d'entreprises, sinon toutes les entreprises, c'est de savoir comment va se comporter mon candidat face au changement. Parce que la vie, de manière générale, elle est faite de changement. Et la vie de l'entreprise, c'est pareil. Hein. On est dans une optique de changement tout le temps. Alors, est-ce que ce candidat va être un conservateur? Il va avoir peur du changement. Est-ce qu'il va être suiveur? Il suit, il ne propose pas. Est-ce qu'il va être critique? J'aime pas le changement, il va commencer à critiquer. Le changement pose ce problème, si ce problème-là. Et bien là, on a clairement affaire à un candidat qui est promoteur. C'est-à-dire qu'il va provoquer lui-même le changement et il va même avancer par rupture. Okay, et il va s'attacher à créer lui-même les étapes du changement. Il n'y a pas de souci avec ce candidat-là. Vous pouvez compter sur lui pour un projet critique, un projet, ce qu'on appelle un projet disruptif, c'est-à-dire qu'il va complètement changer l'entreprise. Parce qu'il est promoteur, c'est un moteur du changement. Alors, autre comportement, et voilà, le stress. Ça aussi, c'est un domaine où les entreprises ont besoin de savoir quelles sont les dispositions du candidat en situation de stress. Vous savez, en entreprise, vous le savez tous, puisque la plupart d'entre vous sont dans le monde de l'entreprise, le stress est une variable importante parce qu'on est tout le temps face à des situations stressantes et on aimerait bien savoir à l'avance si le candidat gère le stress ou pas. Ça, c'est compliqué à identifier dans un entretien de recrutement classique, même si on met le candidat en situation de stress, il faut bien se préparer à l'avance juste pour cet entretien sans pour autant être quelqu'un qui arrive à gérer le stress au quotidien. Alors là, on n'a pas de problème avec notre candidate, elle est sereine, elle est très stable et elle gère très bien la tension avec beaucoup de sérénité. Autre comportement, c'est les émotions. Voilà, le problème des émotions, c'est quoi? C'est que l'entreprise, c'est un groupe humain. Qui dit groupe humain dit des émotions. Chacun exprime ses émotions. Le problème, c'est que parfois, vous avez des collaborateurs qui intègrent complètement les émotions de l'autre et les vivent jusqu'à ce qu'elles les imprègnent. Et donc là, on a problème parce que les gens qui n'arrivent pas à gérer les émotions des autres, ce sont les gens qui vont être influencés par les émotions des autres qui ne vont pas être rationnels.
Alors, notre candidate, on n'a pas un problème avec elle, elle est impassible. C'est-à-dire qu'elle va contenir son anxiété et ne pas montrer ses ressentis. Si une situation où un collaborateur la rend anxieux, elle ne va pas montrer ça, elle va gérer en interne. Donc, son anxiété, elle n'a pas de problème de gestion des émotions. Autre domaine, c'est la prise de risque. Aussi, dans une entreprise, on a envie de savoir si un candidat arrive à prendre des risques ou pas. Si, par exemple, là, on va confier un projet à un candidat, on sait que dans tout projet, il y a une prise de risque nécessaire. Alors, par la suite, comment le candidat va agir face au risque? Ici, notre candidate, elle est calculatrice. Elle prend des risques uniquement lorsqu'il a cadré la situation. Donc, elle prend des risques calculés en quelque sorte. Donc, on n'a pas de souci avec cette candidate. Alors, écran suivant. Oui. Alors là, on arrive à l'analyse de la personnalité proprement dite. Alors, là, l'autre aspect, en fait, voilà, alors, Rim. Alors là, oui, entre-temps, on a eu un petit dialogue, oui, entre Steph et Rim. Alors, Steph me dit, est-ce qu'on peut anticiper la réaction du candidat par rapport au changement à 100%? Car l'attitude de ce dernier peut varier en fonction du sujet du changement, de l'accompagnement du changement. Et Eline qui lui répond, le candidat stratégique essaie d'influencer les recruteurs. Dans la littérature, alors on voit là que l'hymne universitaire, hein, on parle du biais de désirabilité sociale qui désigne le fait qu'une personne se présente sous un jour favorable à ses interlocuteurs. Donc le candidat aura tendance à répondre ce recruteur, ce que veut le recruteur entendre. Hein. Le recruteur doit être vigilant et conscient. Il dit oui, super, je suis d'accord avec toi, Aline. Sauf que ça, c'est dans un entretien de recrutement classique, c'est pas dans un entretien de recrutement prédictif, des tests prédictifs. Dans les tests prédictifs, on arrive quand même à prédire la réaction donc, du candidat face au changement. Alors, Steph me dit, est-ce que c'est à 100%? Alors, on va dire, d'après mon expérience personnelle, d'après l'expérience que j'ai eue avec des candidats, parce que je suis chasseur de tête et recruteur et j'ai fait du recrutement, j'ai recruté des personnes grâce à ce test-là. Je peux vous dire que quand même, c'est un test qui est assez précis, les résultats sont assez précis. À 100%, je ne sais pas vous dire si c'est à 100% ou pas, mais en tout cas, c'est très précis. Alors, on a un nouveau message de qui peut-on dire que le recrutement prédictif égale à GPEC? Alors ça, c'est une question. Là, tu me poses une colle, Farah, au milieu de la présentation. Alors, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est ça la GPEC. On va voir plus tard que cette solution, elle a d'autres appendices, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans d'autres domaines. Et je vais donc répondre à cette question tout de suite, après avoir déroulé ces tableaux-là. Alors là, ce qu'on a fait, alors vous allez me dire en quoi est-ce que le recrutement est prédictif? Je n'ai pas encore répondu à cette question. Jusque-là, on a montré que la solution va nous dresser le profil de personnalité du candidat. Mais est-ce que le candidat est compatible avec le poste? Par exemple, Halima, elle a postulé pour le poste de RRH. Alors, comment agit la solution? La solution propose 300 métiers à peu près, standard. On va confronter la candidate à travers ces tests à ces métiers-là, et la solution va nous donner ce qu'on appelle un score de compatibilité ou un potentiel de compatibilité. Et alors là, elle nous donne qu'au niveau de la personnalité, Halima est compatible à 50% avec le poste. C'est-à-dire que les traits de personnalité qui sont liés à la réussite de Halima contribuent à 50% à sa réussite. Et là, bien sûr, on va avoir droit au fameux radar. Là, on va voir des comportements clés qui sont demandés à Halima et elle, comment elle se positionne par rapport à ces comportements-là. Tout le monde connaît le radar, on ne va pas revenir là-dessus. Alors, on passe donc à la... Voilà, donc là, on va nous expliquer, donc le rapport de compatibilité va nous dire quels sont les points forts de Halima pour le poste en termes de responsabilité, de personnalité, et quels sont ses points faibles pour le poste-là.
Donc là, ça va donner une idée aux recruteurs sur les atouts de Halima, les atouts en termes de personnalité, qu'est-ce qu'elle peut, sa personnalité, apporter au poste et quelles sont les pistes d'amélioration. Donc là, à 50%, le recruteur va réfléchir, est-ce que je vais la prendre ou pas. Elle est à 50% bonne pour le poste et les autres 50%, c'est des pistes d'amélioration qu'il faut prévoir, peut-être par la formation, peut-être par le coaching. Donc là, la décision du recruteur peut commencer à mûrir en quelque sorte. Hein. Alors, ce qui est génial dans cette solution, c'est qu'elle va vous donner à l'avance les questions à poser en entretien au candidat. Parce que, bien sûr, on a le recrutement prédictif, mais à la fin, il y a l'entretien final, hein, il y a un entretien face-to-face. On ne peut pas recruter quelqu'un sans avoir vu cette personne, sans avoir eu un contact avec lui. C'est une question de communication. Il y a aussi la communication non verbale qui contribue pour 60% de la communication. Et donc, il faut qu'on voit absolument le candidat. Et là, la solution, elle a prévu de vous poser des questions à poser en entretien. Alors, moi, j'ai été recruteur quand j'étais DRH, et c'est vrai que nous, recruteurs, quand on a face à nous un candidat, on lui pose généralement les mêmes questions sur la motivation, sur les 3 points forts, les 3 pistes d'amélioration, etc. Les questions ne changent pas beaucoup. Là, par contre, la solution, l'un de ses points forts, c'est qu'elle vous propose des questions précises en fonction de la personnalité du candidat. Par exemple, là, je vais vous montrer là, les questions à poser, par exemple, et dans des domaines précis, hein, dans sa façon d'entrer en relation, sa façon de communiquer. Vous posez à la candidate les questions suivantes. Il semblerait que vous aimiez aller à la rencontre des autres et converser avec eux. Parlez-moi d'une situation vécue dans laquelle il était difficile de solliciter vos collègues ou supérieurs en cas de difficulté où les échanges étaient limités. Voilà une question extrêmement concrète, extrêmement contextualisée par rapport à un point très précis. Alors, non seulement la solution permet de poser des questions précises, contextualisées au candidat, mais elle vous donne aussi la grille de la question. C'est-à-dire que là, finalement, en tant que recruteur, vous allez cocher quels sont les points positifs et les points négatifs selon la réponse que la candidate va apporter. Alors, Céline nous pose une question, ou fait une remarque plutôt. Je pense qu'en partie, oui, elle va répondre. Alors, je ne sais pas à qui je réponds. Je pense qu'en partie, oui, avec 2 conditions, que les compétences du candidat correspondent aux compétences du poste, et 2, que d'un point de vue soft skills, puisque sauf erreur de ma part, ce genre de système ne mesure pas les expertises et savoir-faire. Oui, il répond en fait à Farah. Mais on va revenir à Farah pour une réponse plus concrète. Alors, ça, j'aime beaucoup ça aussi. Alors, vous voulez recruter quelqu'un, vous aimeriez bien quand même savoir à l'avance qu'est-ce qu'il faut, comment agir avec cette personne pour que ça marche, pour que cette personne soit productive. Alors ça, c'est un outil très précieux pour un manager. Quelqu'un qui a été recruté, Halima, maintenant qu'elle a été recrutée, comment faire avec Halima pour que ça marche au quotidien. Et aussi, ce qu'il ne faut pas faire, sinon ça ne va pas marcher. On va prendre des exemples. Par exemple, pour que Halima, ça marche avec Halima dans la communication, dans la productivité, il faut lui confier des tâches précises, c'est-à-dire des tâches qui permettent de faire la promotion d'un travail réalisé, donc une tâche de présentation d'un résultat, ou d'une mission, ou d'un projet. Une tâche qui consiste à présenter ou vendre un projet à des interlocuteurs externes. Par exemple, si vous voulez lancer un nouveau produit, ou si vous voulez mettre en place une nouvelle méthode de management, que vous voulez la vendre ce projet-là à d'autres interlocuteurs, Halima est la personne parfaite pour ce type de tâche. Par exemple, si vous voulez faire adhérer Halima à un projet, il faut lui présenter la finalité de la décision prise. Vous savez, il y a des managers qui prennent des décisions, mais ils ne vous expliquent pas pourquoi. Ça pose problème à Halima. Si elle ne comprend pas pourquoi, elle ne va pas adhérer au projet. Par contre, si elle comprend, si vous lui expliquez, elle va adhérer. Si vous lui posez une question aussi sur le sujet, si vous sollicitez son avis, elle va encore plus adhérer. OK? Alors, Halima s'attend aussi à un encadrement qui lui dit ce qu'il attend d'elle.
il y a des managers qui font entrer un collaborateur directement, ils vont le lancer dans le bain sans lui expliquer ce qu'il attend du collaborateur. Halima, par contre, elle veut qu'on lui explique, sinon ça ne marche pas. Et il faut lui faire des feedbacks réguliers. Elle adore le feedback, Halima. Il y a des managers qui délaissent un peu leurs collaborateurs, voilà, ils les lâchent dans la nature, ils ne reviennent pas vers eux. Halima, elle veut des feedbacks. Les feedbacks, ça la renforce. Ça la soutient dans son travail. Alors, par contre, qu'est-ce qui ne marche pas? Il faut éviter à Halima des tâches de planification, et on l'a vu, elle n'est pas très forte dans la planification. Il faut éviter de lui confier une tâche où elle apporte un regard critique. Ne lui demandez pas un avis critique sur un sujet particulier. Ce qui échouera sûrement avec Halima, c'est de lui dire que c'est nécessaire sans expliquer pourquoi. Voilà. C'est d'isoler la décision de l'objectif global poursuivi. C'est de tenir le même discours après avoir entendu son avis. C'est-à-dire, si vous voulez entendre l'avis de quelqu'un, c'est que vous allez probablement entendre des critiques ou des propositions. Mais si vous continuez à tenir le même discours, même après avoir entendu l'avis de Halima, ça ne marchera pas, ça va échouer. Inutile aussi d'essayer de donner des objectifs sans préciser les méthodes. Il y a des managers qui donnent les objectifs, mais ils n'accompagnent pas le collaborateur dans la façon de procéder. Halima, elle aime bien qu'on l'accompagne. Si on ne l'accompagne pas, ça ne va pas marcher. Bien. Alors, ça, c'est génial parce que ça vous permet de manager un candidat et de connaître un peu les leviers sur lesquels vous allez appuyer pour que le candidat soit productif et les choses sur lesquelles ne pas appuyer, sinon il sera improductif. Alors, oui, alors, on en a fini avec la présentation de la solution. Il nous reste quand même 2 minutes. Oui, le temps est passé vite. Hein. Alors, je vais, avant d'aborder ce qui me reste de temps, les avantages du recrutement prédictif, essayer de répondre à la question de Farah. Alors, tout d'abord, quand vous avez vu tout ça, vous vous êtes certainement posé la question de savoir à quoi sert un recruteur, puisque c'est la solution qui fait tout. Ça, c'est une question qui est extrêmement importante et très intéressante. Le recruteur, on l'a vu dans la démarche classique du recrutement, il va gérer le recrutement de A à Z, de la première étape de l'annonce jusqu'au recrutement proprement dit. Et là, le recruteur ne fait rien, il ne fait que copier-coller une annonce de recrutement. En fait, non. Cette solution va permettre une évolution radicale du métier de recruteur. C'est-à-dire qu'on va passer du recruteur qui gère un processus logistique et administratif quasiment de recrutement. Donc, il va passer beaucoup de temps là-dessus, il va faire beaucoup d'efforts, produire beaucoup d'efforts là-dessus. Un recruteur qui va être un expert en profiling. Donc, le recruteur va monter en compétence, il va acquérir un nouveau métier. C'est une expertise dans le profiling. Donc, le recruteur va petit à petit devenir un spécialiste dans la compréhension et l'identification des profils des candidats. Ça, c'est un nouveau métier. Donc, le recrutement prédictif va permettre au recruteur d'évoluer, de monter en compétence et d'évoluer vers un nouveau métier. Ça va le décharger des tâches administratives qui vont être automatisées par l'algorithme de cette solution et lui faire prendre en charge un vrai nouveau métier. Ça, c'est une nouveauté qui est très intéressante. Alors, pour répondre à Farah, cette solution qui est le recrutement prédictif ne fait pas que le recrutement prédictif. À la base, c'est pour le recrutement prédictif, mais elle permet de gérer donc les mobilités. Par exemple, si vous avez des collaborateurs qui sont sur un métier particulier, vous voulez les faire passer à un autre métier, par exemple de RH à marketing, puis vous faites le test collaborateur, vous le faites passer à la moulinette de la compatibilité avec un métier, il va vous dire est-ce qu'il est compatible avec le nouveau métier ou pas. Donc, gestion des mobilités, c'est un outil qui va vous permettre aussi de faire des entretiens d'évaluation, le bilan de compétences aussi. Donc, c'est un métier qui va c'est un outil qui va vous permettre de toucher à
plusieurs aspects de la GP. Alors, le recrutement prédictif maintenant, on va voir un certain nombre de chiffres qui vont nous permettre de voir quels sont les avantages du recrutement prédictif par rapport au recrutement classique. Alors, tout d'abord, il arrive à diminuer en moyenne les délais de présélection jusqu'à 75%, ce qui est quand même donc un chiffre important. Donc, diminution des délais, qui dit diminution des délais, dit diminution du coût aussi. Il va vous permettre aussi de diminuer le nombre de candidats vus en entretien jusqu'à 50%, puisqu'il les aura déjà, vous aura déjà permis de les présélectionner de façon précise. Alors, il va permettre d'augmenter la performance classique des nouvelles recrues de 15% en moyenne par rapport au processus de recrutement, puisque vous connaissez mieux les personnes que vous allez recruter, donc vous savez mieux si elles seront performantes ou pas. Il va diminuer aussi le turnover, le taux de rotation, à 1 an jusqu'à moins 50%. Le problème, c'est que la plupart des candidats qui quittent l'entreprise la quittent dans un délai d'1 an. La plupart du turnover se passe dans un délai d'1 an. Et là, le recrutement prédictif, selon les études, va nous permettre de diminuer ce turnover-là jusqu'à moins 50%. Il va diminuer aussi en moyenne les coûts liés au recrutement de 20%. Alors, bien sûr, c'est une solution payante, donc c'est un investissement. Mais quand on compare les coûts, acquérir ce genre de solution va diminuer les coûts de recrutement globaux par rapport à la démarche classique du recrutement, où il y a bien sûr un investissement en termes de temps et d'argent. La diminution se chiffre à 20%. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Alors, je vais essayer de retourner à vous, parce que vous avez des questions en live. Donc, j'ai activé voilà, le micro. Alors, comment activer. Ah, vous m'écoutez là? Là, vous m'écoutez? Je suis toujours mieux. Et là, c'est bon, là? Les micros sont coupés. Bien. Alors, les micros sont coupés. Comment les réactiver? Lim, est-ce que tu peux me donner un coup de main puisque tu connais la solution mieux que moi? Non, c'est bon, ça marche maintenant. Alors, pour ça marche? Yes. Oui, pour Lim, ça marche? Ah oui, c'est correct. Super, super. Ça marche pour tout le monde. Farah, c'est C'est bon.
C'est bon, hein? L'apprentissage sur le tas, c'est bon. Hein? Super. C'est du classique, ça, marche c'est pour tout le monde, bon. ouais. Alors, on va prendre, je sais pas, une question par personne. On va commencer par Catherine. Est-ce que tu as des questions? Ah, moi, c'est juste une petite précision, en fait, sur les tris, présélection. En fait, bonjour tout le monde. Donc, j'enseigne à l'Université de Montréal. Donc, un de mes cours, c'est dotation. C'est en fait, je suis là-dedans et la présélection en ligne, en fait, ça vient aider, en fait, dans tout ce qui est candidature en ligne. Donc, c'est parce que c'est à travers les algorithmes qui sont faits et bien sûr, on va utiliser des critères de présélection. Bien sûr, comme dans la présélection, donc les critères de présélection sont très importants, sont limités, mais c'est très important, c'est lorsque c'est fait en ligne, c'est-à-dire de bien choisir donc ces critères-là, parce que bien sûr, les algorithmes, ils vont se contenter de choisir seulement les CV qui contiennent ces mots-clés-là que vous avez mis. Okay? C'est-à-dire, j'ai mis 10 ans d'expérience, donc il ne va pas prendre 9 ans et 11 mois. Okay? Donc, il faut qu'on soit vigilant à tout ça, surtout nous au Québec avec la pénurie, avant la crise, je parle de main-d'œuvre dans certains secteurs. Bien sûr, ce n'est pas dans tous les secteurs, mais c'est très, très ressenti ici. Donc, il faut faire attention à ces critères-là. Ça aide énormément lorsque l'entreprise a un bassin de candidatures important. Donc, on ne parle pas de mini ou de toute petite entreprise. Peut-être le contexte, ce n'est pas pareil en Tunisie ou ailleurs, ou pour des entreprises où on n'attend pas un nombre très important de candidats. Donc, c'est notamment des grandes entreprises, on peut parler de Google ou autres, où il y a des millions de CV. Donc, ça vient aider dans la présélection et pour éliminer les autres CV, parce que le but, donc, c'est d'être stratégique, d'être efficace et efficient. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, nous, au Québec, donc, on est très attentif à ça, on va l'utiliser, mais toujours, donc, faire attention parce qu'on a besoin de candidats et on a peur, donc, de laisser échapper des bonnes candidatures parce que, forcément, l'algorithme n'a pas bien choisi donc les candidats où il a laissé filer quelques candidatures intéressantes. Donc, c'est très important. Mais aussi, dans la présélection, c'est donc informatisé. On peut aller chercher des compléments d'informations sur le candidat à travers les réseaux sociaux, sur notamment l'information sur LinkedIn ou Facebook ou autre. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est un peu, ça rejoint ta partie sur le sommaire du candidat, un petit peu. Donc c'est intéressant, mais bien sûr, il faut être vigilant. Puis, il y a tout ce qui est question donc éthique. Donc, éthique, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? C'est pas le droit, parce que le droit, ça peut nous permettre, mais est-ce que c'est éthique ou non d'aller chercher de l'information dans des choses personnelles, peuvent être de l'ordre de personnel, notamment si c'est Facebook. LinkedIn, on sait que c'est professionnel, mais Facebook, le candidat, surtout s'il n'est pas très stratégique, il peut avoir mis de l'information qui est personnelle et ça peut jouer contre lui, par exemple. Super. Donc, merci beaucoup, Rim, pour ta remarque très pertinente qui porte essentiellement sur le côté éthique. Hein. Alors, est-ce que nos autres amis ont d'autres questions ou des remarques? Moi, j'ai bien une question, si personne se prononce. Oui. Je vais juste activer ma caméra. Okay. Donc, je me présente Stéphane, j'étais étudiant. Bonsoir. Ouais. J'étais étudiant du coup à Tunis avec vous. Et actuellement, je suis chargé de recrutement dans un cabinet ici en France. Et déjà pour rebondir sur ce que Madame Rim disait, notamment sur les algorithmes, je pense qu'il y a eu Amazon qui a été épinglé, qui a eu ce problème-là, parce qu'il y avait des CV qui n'étaient pas pris, notamment qui étaient du coup des femmes. Et donc, les femmes étaient écartées et ça a posé problème au niveau de la loi. Pour venir du coup à ma question, vous avez parlé d'experts en profiling.
Je sais que du coup, le poste de chargé de recrutement, on aime beaucoup la diversité, on aime le sourcing, on aime publier des annonces, on aime entrer avec les gens. Mais le fait de limiter notre poste à juste expert en profiling, est-ce que ça ne fait pas rentrer du coup quelqu'un un peu dans une routine? Moi, je pense qu'au contraire, parce que la routine, plutôt, elle est du côté de l'organisation d'un processus de recrutement classique qu'on connaît à l'avance. On connaît les différentes étapes de ce processus. Avec le temps, ça devient un peu routinier. Par contre, lorsque on devient un expert en profiling, on a affaire à des personnalités qui sont très différentes, des profils de motivation qui sont très différents, donc des gens très différents. Et on entre véritablement dans la spécificité des gens. Justement, tout l'enjeu de savoir si ces gens-là sont compatibles ou pas avec un type de poste. Je pense que c'est quand même un métier qui est passionnant. Ça me rappelle, moi, les profilers, ça devient du profiling. Ça vient du profiling dans les affaires criminelles. Quand on voit les séries qui mettent en jeu des profilers, on voit combien c'est passionnant et c'est complexe de connaître les personnalités des serial killers. On n'a pas à faire des serial killers, mais il y a des candidats. Et ça devient vraiment très intéressant. Ça, c'est mon avis personnel. C'est une montée en compétence qui est importante. Oui, Steph. Du coup, le recrutement prédictif, est-ce qu'on peut l'utiliser du coup au quotidien ou c'est vraiment qu'en situation de crise qu'il faut qu'on puisse l'utiliser? Mais bien sûr qu'on peut l'utiliser au quotidien. Il a été fait pour être utilisé au quotidien. Mais en situation de crise, encore plus, parce que en situation de crise, la crise actuelle où tout s'est arrêté, on ne peut pas voir les candidats, on ne peut pas les rencontrer. C'est encore un avantage pour permettre aux managers ou aux recruteurs de recruter à distance, puisque ce n'est pas possible de voir les candidats. À la limite, c'est-à-dire qu'on peut faire toutes les étapes de recrutement à travers le recrutement prédictif et puis par la suite, attendre que la situation de crise s'arrête pour faire un entretien final en face-to-face. Alors, il y a des entreprises qui ne font pas. Le face-to-face, on peut le faire à la limite par Skype ou par des outils de visioconférence, hein, si on n'a pas la possibilité de l'organiser. Après, moi, je parle par exemple de mon entreprise où, même bien avant le confinement, du coup, nous, on faisait pas mal de Skype aussi. C'était vraiment aussi pour essayer de gagner du temps et être un peu plus réactif. Et au niveau des tests, tout ce qui est tests de personnalité, psychotechnique, par exemple, c'était sur des sites partenaires qu'on a. Et du coup, on envoyait des liens aux candidats et ils faisaient des tests directement en ligne et on recevait les résultats. D'accord, super, super. Catherine, une question. Je sais que tu t'intéresses beaucoup au recrutement prédictif. Oui, je vais me présenter vite fait. Donc, Catherine Fournier, je dirige une société de conseil en ressources humaines et le gros de notre métier, c'est le recrutement, effectivement. Donc oui, c'est une grosse question hein, sur le recrutement prédictif. C'est en train effectivement pour répondre peut-être un peu à Steph, c'est que ça va muter complètement nos métiers en fait. Mais probablement pour le meilleur, hein, il ne faut pas en avoir peur, c'est juste une donnée. Ça va permettre aux gens de se concentrer sur plus de valeur ajoutée au lieu d'être dans un certain nombre de choses qui peuvent être automatisées. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Maintenant, la question qu'on s'est tous posée au moment du Big Data et au moment de la sortie de tous ces tests-là, qui sont de plus en plus performants, tu l'as montré avec quelques chiffres hein, qui sont bons hein, concrètement. Bon, tous les tests ne se valent pas, mais toutes ces solutions-là ne se valent pas, mais certaines sont bonnes. Finalement, est-ce que notre métier va disparaître ou pas? Alors, moi, je suis persuadée que non. Qu'est-ce qui va disparaître? Est-ce que notre métier va disparaître? Oui. Alors, je suis persuadée que non, mais la question, c'est si on se projette un peu quand tu as ce genre de solution. Alors, la partie sourcing, ça, c'est assez clair, avec beaucoup de conditions. RIM, tu l'as dit, hein, il y a beaucoup de conditions, et pour les candidats, mais pour les clients ou employeurs aussi. Hein, il faut qu'ils soient clairs sur la saisie de données aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Et à quel moment, finalement, du process, le recruteur va intervenir? Parce que de la façon dont tu l'as décrit, finalement, l'entretien face-to-face, il n'a même pas vraiment lieu d'être, en fait. Finalement, c'est quoi la faille du recrutement prédictif? C'est ça, en fait, la question. Il y en a forcément.
Oui, Catherine cherche la faille. Alors, oui, je cherche la faille. Ouais. Il est clair que chaque système, enfin, aucun système n'est parfait. Honnêtement, je n'ai pas pensé à la question de la faille, mais pour essayer de répondre à ta question, c'est quoi la valeur ajoutée du face-to-face à la fin? C'est ça? Bah, oui, d'une certaine façon, finalement. Moi, je pense que déjà, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des algorithmes. C'est important qu'un être humain rencontre et fasse la connaissance d'un autre être humain et communique avec lui. C'est-à-dire que jusque-là, à travers le recrutement prédictif, on a affaire à des algorithmes quand on ne rencontre pas la personne. Mais à la fin, la personne ne se réduit pas à des algorithmes. C'est une personne humaine. Donc je pense qu'il faut un minimum de communication avec cette personne-là, rien que pour la voir. C'est important qu'on voit une personne, qu'on ne reste pas, qu'on ne communique pas uniquement à travers des algorithmes avec elle. Et puis, comme je te l'ai dit, tu dois le connaître, le savoir mieux que moi, en termes de communication, 60% de la communication porte sur le non-verbal, le body language, donc le langage corporel. Et c'est important de savoir comment cette personne communique avec nous, d'essayer d'identifier un peu son body language. Je pense qu'aussi, on peut voir ça, c'est peut-être une façon aussi de corriger un peu les travers du recrutement prédictif qui ne nous montre pas qui est la personne. Et donc, le recrutement, l'entretien face-to-face vient un peu en complément, ok, à mon avis, hein. Oui, je suis assez d'accord avec toi hein, sur voilà, ça. Voilà. Moi, j'ai un mot, c'est que oui, il ne faut pas le prendre aussi comme une panacée. Hein, ce n'est pas un remède universel. Parce que, en fait, ici au Canada, au Québec, je ne sais pas si tout le monde il connaît la réalité avant la crise, notamment pénurie. Il y a aussi pénurie en France, aussi dans certains secteurs. Mais, en fait, ce type de recrutement, il est complémentaire aux méthodes classiques, mais on a eu recours, notamment au Québec, je parle du contexte québécois, bien que je suis d'origine tunisienne, mais je ne connais pas ce qui se passe réellement en Tunisie, mais je connais ce qui se passe ici. Mais on a eu recours à des méthodes très traditionnelles. On est retourné complètement au réseautage, que ce soit en ligne ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. On est allé dans des provinces, on est allé dans des zones, on est allé à l'international. Mais lorsque je parle à l'international, on est allé en Afrique, mais on est allé dans les zones rurales, on est allé chercher avec les modes très traditionnels. Oui, ça peut servir, oui, c'est très intéressant, mais ça vient pas, oui, ça vient changer le métier de recruteur, mais que ça devient encore plus stratégique ce métier-là, mais sans complètement rendre nos méthodes complètement obsolètes. Parce que si vous allez vous fier seulement sur cette mode de recrutement, vous allez échapper ou laisser de côté un bassin de candidature qu'on ne peut atteindre qu'à travers le mode traditionnel. Si tu permets, je vais répondre très simplement à ta question. Le recrutement prédictif n'interdit pas le réseautage. Parce que tout simplement, si je veux recruter un RRH, par exemple, et que Rim me dit, je connais un très bon candidat, Catherine aussi, et Steph me dit, je peux proposer un ou deux candidats, et bien tout simplement, on leur fait faire le test. C'est-à-dire qu'on n'ignore pas les candidats qui viennent du réseautage. L'idée est simple, l'idée c'est de faire passer le test à n'importe quel type de candidat, qu'il vienne du réseautage, si c'est une connaissance, ou qu'il vienne suite à une annonce, peu importe. Donc voilà. Par contre, j'aimerais bien écouter l'avis de notre grand spécialiste du recrutement prédictif qui est Semi, qui est à Paris, qui est muet jusque-là. J'aimerais bien qu'il nous dise ce qu'il pense de tout ça. Alors, à titre d'anecdote, c'est Semi qui m'a initié au recrutement prédictif. C'est monsieur au recrutement prédictif. Alors, Semi, dis-nous tout. Tu m'entends? Oui, on t'entend très bien. Ouais, bonjour à tous. Oui, comme le dit Semi, je suis basé à Paris. Je suis aussi dans le domaine RH depuis maintenant un certain nombre d'années.
Et non, mais tout ce qui a été dit jusque-là était très, très intéressant. Et j'ai le sentiment qu'on a déjà fait vraiment un grand tour de la question. Maintenant, ce n'est pas une question que j'aurais, mais ce serait plutôt une remarque. C'est que j'ai vraiment le sentiment que c'est la victoire maintenant des soft skills sur la partie expertise et sur la partie savoir-faire. En gros, la majorité des entreprises, toutes tailles confondues, s'orientent beaucoup plus dans leurs priorités en termes de critères de recherche sur la capacité à trouver des candidats qui sont capables de correspondre à leur univers de travail, à leurs valeurs de travail, à leur marque employeur, etc., etc. Et de manière bien plus importante, surtout eu égard aux nouvelles générations, ces nouveaux cadres de travail des fameuses générations X, Y. Et on part du principe maintenant qu'une expertise, de toute façon, on l'a déjà, ou on peut l'acquérir rapidement. Mais ce qui pose problème, on ne t'entend plus. Je disais en fait que je disais qu'aujourd'hui, le grand challenge, c'était de trouver non pas la personne qui a une super expertise, parce qu'on part du principe que tout le monde dispose de ces fameuses expertises pour faire un métier donné, mais c'est de trouver la bonne personne qui puisse correspondre au cadre de travail de l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise. Et c'était le gros challenge de ce type de solution que tu évoquais. C'était justement de dire, OK, on part du principe que le candidat sait faire le métier. Maintenant, est-ce qu'il saura s'épanouir dans votre entreprise? Est-ce qu'il saura s'entendre avec vous? Et c'est tout le challenge, je dirais, de ces prochaines années. Ça va être vraiment de pouvoir avoir un recrutement affinitaire sur une partie comportementale qui sera bien plus prépondérante que sur la partie technique. Super, merci de ton feedback, Sami. Farah, est-ce que tu veux dire quelque chose? Farah, est-ce que tu es là? Il y a Hassan aussi qui s'est joint à nous. Alors, je ne sais pas s'ils nous entendent. Oui. Oui, Farah. Je suis là. Super. Alors, tu veux nous dire quelque chose? Tu as des questions à poser? Je veux juste faire une remarque concernant du recrutement prédictif. Le son n'est pas très bon, Farah, de ton côté. Que oui, là c'est mieux, là c'est mieux. Oui. Il y a toujours... Donc, j'ai dit que la faille concernant le recrutement prédictif, c'est que... Vous m'écoutez? Oui, on vous entend bien, oui. D'accord. Il y a toujours des imprévus de l'environnement de l'entreprise, malgré les efforts qu'elle fournit pour mieux comprendre le comportement ou bien les facteurs qui peuvent prédire le comportement de ses employés au niveau de l'organisation. Du coup, ça devient difficile pour elle de les retenir vu qu'il y a ces imprévus qui peuvent échapper de son contrôle. Vous pensez à quel genre d'imprévu? Par exemple, les engagements familiaux. C'est-à-dire? Donc, le problème ici, c'est que je parle le fait que l'entreprise, l'effort qu'elle fournit pour retenir ses employés, donc il y a toujours, pour le turnover, il n'y a pas que des facteurs liés à l'organisation, à savoir la satisfaction de l'employé ou bien le soutien apporté par ses supérieurs. Il y a des imprévus, il y a des choses qui échappent du contrôle de l'entreprise et qu'elle peut poser le turnover de ses employés. Voilà. D'accord. Merci pour ta remarque, Farah. Hassan, je ne sais pas s'il nous écoute. Salut tout le monde, salut. Est-ce que vous... C'est Hassan ou c'est Hassan? Ça va bien. Hassan, comme vous voulez. Hassan, merci Hassan. Ça va, la baisse alaikum. Très bien, très bien. Je vous ai rejoint après quelques minutes de retard. D'accord. Et voilà, c'est un sujet, je pense que c'est un sujet assez important. Ouais. Aujourd'hui, les entreprises, ils sont entre deux
deux phases intéressantes en fait, entre l'automatisation de ce process à travers des SIRH et à travers des solutions technologiques et tout, et entre l'adoption de quelques comment dirais-je, comportements qu'il faut adapter au sein de la direction des ressources humaines et au sein de l'entreprise pour pratiquer, pour appliquer les bonnes pratiques qui protègent les employés et qui boostent leur productivité. D'accord, super. Merci Hassan. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait très plaisir que vous soyez là pour suivre ce webinaire. Et je pense que vous avez contribué largement à la réussite de ce webinaire. On est là depuis 1h30 avec une séance de questions-réponses très riche, des interventions très pertinentes. Ça ne sera pas le seul webinaire que j'organiserai. J'en organiserai d'autres et je vous en informerai. Je vous dis tout simplement merci et puis à bientôt pour un nouvel événement. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.